ça devait être une valeur sûre. Lorsque la Corée du Nord a envoyé ses soldats à Koursk, le président russe Vladimir Poutine était presque certain qu'il serait capable de changer le cours de l'invasion ukrainienne et d'accélérer la victoire qu'il avait assurée pour la Russie. Mais la réalité était loin de ce qu'il attendait. La vision de Poutine de dévaster l'Ukraine s'est arrêtée lorsque les troupes nord-coréennes sont réellement arrivées là-bas, à la mi-octobre 2024. Les arrivants n'étaient pas des soldats d'élite moderne, mais des fantassins ordinaires nécessitant plusieurs mois de formation supplémentaire. Et même cela ne les a pas sauvés de l'humiliation totale, tant sur le champ de bataille qu'en dehors. Maintenant, 5 mois plus tard, Poutine a jeté l'éponge avec le plan nord-coréen, et les a rappelés du front. Mais que signifie cela pour les troupes de Koursk ? Et comment les soldats nord-coréens n'ont-ils pas du tout influencé le combat ? Y a-t-il une raison cachée derrière le changement soudain de stratégie de Poutine ? Creusons les problèmes en cours avec les Nord-Coréens. Quels problèmes leur déploiement essayait de résoudre? Et si nous pourrions en voir plus tard? D'abord, commençons par la nouvelle que les Nord-Coréens sont officiellement retirés des lignes de front. Les rapports provenaient de l'agence de renseignement de la Corée du Sud, une qui a fréquemment rapporté sur les mouvements et les actions nord-coréens, tout au long de la guerre, à la fois militairement et économiquement. Selon le rapport, les troupes ont été retirées après de lourdes pertes. Le retrait n'est pas considéré comme définitif, car on ne sait pas quels pourraient être les plans à long terme de Poutine, mais il semblerait que la Corée du Nord pourrait avoir fini de se battre directement pour la Russie, au moins pour les prochains mois. Quelles ont été les pertes des Nord-Coréens lors de la guerre? Débutons par le nombre initial de soldats déployés. Bien que les rapports sur le nombre de soldats expédiés varient, la plupart des sources s'accordent à dire qu'entre 10 000 et 12 000 soldats ont été envoyés de la Corée du Nord à Koursk. Ces soldats ont été repérés en Russie jusqu'en octobre. 2024 d'abord en Outer-Mandchourie, près de la Corée du Nord, puis dans la région de Koursk quelques mois après. Le même rapport qui mentionne le retrait affirme également qu'environ 300 de ces soldats ont été tués et environ 2700 blessés, avec un nombre relativement négligeable capturé par l'armée ukrainienne. Si nous prenons le nombre moyen de troupes présentes à 11 000 hommes et le nombre total de pertes à 3 000, cela représente environ un taux de perte de 35% pour les troupes nord-coréennes. Franchement, ce nombre semble trop bas pour plusieurs raisons, suggérant que les Nord-Coréens étaient sévèrement sous-utilisés par rapport aux troupes russes natives. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, principalement liées à l'état actuel de l'armée nord-coréenne. La Corée du Nord est peut-être l'un des meilleurs exemples d'une armée qui pousse la quantité à l'extrême tout en renvoyant la qualité dans les tranchées pour mourir, tout comme les soldats nord-coréens le faisaient souvent à Koursk. Avec une population d'environ 26 millions d'habitants, son armée compte plus de 1,32 million de soldats, faisant de ce pays l'un des plus hauts taux de conscription au monde. Comparez cela aux États-Unis, qui ont 1 300 000 soldats pour 340 millions d'habitants, ou à la Chine avec 2 millions de soldats, pour plus d'1,4 milliard de personnes. La conscription agressive de la Corée du Nord, exigeant que la plupart des hommes servent pendant une décennie, et les femmes jusqu'à 23 ans, pendant au moins 5 ans, fait que le pays a l'une des plus grandes forces de réserve au monde. On estime que la Corée du Nord pourrait mobiliser plus d'un tiers du pays en temps de guerre. Cependant, cela ne signifie presque rien quand on examine l'état réel des troupes concernées. La technologie militaire du pays est très en retard, la plupart des approvisionnements et équipements venant directement de l'Union soviétique. Pas la Russie elle-même, mais l'Union soviétique, un pays qui a disparu il y a environ 35 ans. Cela implique que la majorité des blindés, des avions et de l'équipement d'infanterie de la Corée du Nord sont considérés comme dépassés de nos jours. Bien que l'armée ait soigneusement entretenu cet équipement, comme ils n'ont pas été utilisés activement depuis des décennies, ils approchent sans doute rapidement de leur point de rupture. Pour les nouvelles conceptions, la capacité de production d'équipements militaires de la Corée du Nord est incertaine, car la plupart semblent dater de l'ère soviétique. Ce manque de technologie se reflète dans l'équipement utilisé par les soldats nord-coréens à Koursk. Les Nord-Coréens, n'ayant pas accès à l'équipement moderne des soldats russes, se voyaient fournir de l'ancien matériel par la Russie, ou utiliser principalement ce qu'ils avaient à leur arrivée. Cela les place loin derrière les soldats ukrainiens modernes, expliquant probablement leur incapacité à faire plus que gonfler les chiffres lors de la contre-offensive de Koursk que la Russie a tenté de mener depuis fin septembre. Cependant, le manque de technologie est loin d'être l'unique problème des troupes nord-coréennes. À un niveau plus profond, les anciennes tactiques militaires inculquées aux soldats nord-coréens posaient également problème. La dernière fois que le pays était en conflit actif remonte à 1953 lors du cessez-le-feu avec la Corée du Sud. Depuis, la Corée du Nord ne semble pas avoir fait de progrès significatifs en termes de préparation, de stratégie et de tactique militaire.
À Koursk, les troupes nord-coréennes étaient terriblement mal préparées face aux drones ukrainiens, une stratégie devenue l'emblème de tout l'effort de guerre à ce stade. Pis encore, la Russie a déjà utilisé des drones similaires. Il est clair que l'armée russe n'a rien fait pour préparer les troupes nord-coréennes avant leur déploiement dans une zone de guerre active, ni pour les informer des tactiques militaires durant les 2 années précédentes. Des images ont montré des troupes nord-coréennes désorientées face à des drones hostiles, étant souvent moins efficaces que l'infanterie moyenne. L'ignorance de l'impact énorme des drones dans la guerre en Ukraine a transformé les soldats nord-coréens en rien de plus que de la chair à canon pour l'armée russe, et cela aurait pu être le but principal. Et les troupes russes elles-mêmes partagent ce même sentiment. Selon les images de surveillance des renseignements ukrainiens et sud-coréens, les troupes nord-coréennes à Koursk étaient souvent dénigrées et insultées par les Russes. Les Russes les désignaient comme le bataillon K, montrant ainsi leur mépris évident pour leurs soi-disant camarades. Un point particulier de discorde pour les troupes russes a été le fait que les Nord-Coréens ne parlaient ni russe ni anglais. Cette barrière linguistique pratiquement insurmontable signifiait que les troupes nord-coréennes ne pouvaient se fier qu'à des signes et des expressions de base sur le terrain, les laissant effectivement dans l'ignorance dans l'action rapide de la guerre. Les mêmes enregistrements de renseignements ont montré que les troupes étaient censées être soutenues par un traducteur et 3 officiers de rang supérieur pour chaque 30 soldats, ce qui était encore un nombre excessif de personnes à utiliser pour soutenir environ 11 000 soldats. Le ratio d'un traducteur pour 30 soldats, jugé peu efficace dès le départ, était généralement considéré comme tel. Insuffisant par les Russes locaux, ces traducteurs doivent dès maintenant être pris en charge par l'armée russe, en impliquant les ressources russes sont davantage contraintes. Certains Russes doutaient de l'efficacité des traducteurs sur le champ de bataille, craignant qu'ils ne ralentissent considérablement la propagation des commandes parmi les troupes dispersées sur la ligne de front. La barrière linguistique a probablement aussi affecté la formation des troupes lors de leur passage à Koursk. Vu l'état des soldats nord-coréens à leur arrivée, la plupart des rapports indiquaient qu'ils auraient besoin de plusieurs semaines à plusieurs mois de formation pour s'adapter aux tactiques russes et aux contre-mesures ukrainiennes durant la guerre. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons vu peu de rapports sur l'engagement des troupes nord-coréennes avec l'armée ukrainienne à Koursk dans les premières semaines après leur arrivée. Les premiers rapports sur les soldats nord-coréens en Ukraine étaient mitigés. Certains suggéraient qu'ils représentaient une menace sérieuse pour l'armée ukrainienne grâce à leur entraînement et leur nombre, tandis que d'autres indiquaient qu'ils subissaient déjà de lourdes pertes. Ces pertes n'étaient pas entièrement attribuées au manque d'entraînement et d'équipement, mais aussi au moral. Les troupes nord-coréennes ont essentiellement été traînées de leur pays isolé à un autre saturé d'internet. Ils ignoraient la langue et la culture russe, et l'armée russe les considérait comme des consommables. Par conséquent, il n'a pas été surprenant d'apprendre que, dans les premières semaines suivant leur arrivée à Koursk, certains des militaires nord-coréens auraient commencé à tenter de fuir l'armée et le pays dans son ensemble. Les services de renseignement ukrainiens collaborent avec leurs homologues sud-coréens et des réfugiés nord-coréens pour créer une campagne informant les soldats nord-coréens sur la façon de faire défection de la Russie vers l'Ukraine. Cela a certainement amplifié les doutes des soldats nord-coréens quant à leur rôle et leur efficacité au combat et ailleurs. Mais les problèmes de langue vont au-delà de la simple création d'un mauvais moral pour les troupes nord-coréennes. Ils étaient presque aussi mortels pour les Russes. Le 17 décembre, ce qui aurait dû être une avancée accablante des forces russes, tchétchènes et nord-coréennes, combinées dans l'une des zones occupées par l'Ukraine à Koursk, s'est transformé en une défaite dévastatrice. Les nord-coréens ont confondu les renforts de Tchétchènes avec des soldats ukrainiens et leur ont tiré dessus. Ils ont tué plusieurs soldats et détruit quelques véhicules avant que le terrible malentendu ne puisse être corrigé. De plus, le manque d'intégration linguistique signifie également que tous les efforts combinés à Koursk sont compromis car les différentes sections de l'armée ne sont pas capables de suivre les commandes des autres. Les rapports suggèrent que les offensives russes à Koursk n'ont pas été appuyées par les tirs des troupes nord-coréennes présentes. Malgré l'intensification des attaques russes, avec l'artillerie et les bombardements aériens, l'absence d'activité d'infanterie dans la région a sapé toute opportunité de reprendre une partie de la région de Koursk sous contrôle russe. Les Russes ont aussi fait des erreurs en travaillant avec les Nord-Coréens. Les opérateurs de drones russes n'ont pas remarqué que les défenses anti-aériennes déployées par les Nord-Coréens étaient en réalité de leur côté. Les systèmes de défense nord-coréens, d'anciens modèles soviétiques améliorés, très différents des systèmes russes modernes, ont été anéantis par des drones russes. Cela expliquerait pourquoi la Russie
Malgré son armée plus importante, n'a pas repris le contrôle de Koursk, l'Ukraine devant partager ses efforts entre cette région et le Donbass. Malgré les difficultés rencontrées pendant la guerre, l'Ukraine a surpris en réussissant à garder son emprise sur la région russe. On peut soutenir qu'une grande partie de cela était que la Russie croyait que les 11 000 Nord-Coréens seraient assez qualifiés pour soutenir les 40 000 troupes russes de la région durant la contre-offensive. En fait, la vérité pourrait être tout l'opposé. L'Ukraine a rapidement éliminé les Nord-Coréens, et les Russes sans difficulté, se moquant probablement de leur manque de progrès significatif. Compte tenu de tous ces facteurs, pourquoi le retrait des troupes nord-coréennes a-t-il pris autant de temps? Pourquoi ont-ils été utilisés d'octobre à février? En réalité, les chevaliers Jedi n'étaient pas vraiment utilisés comme des soldats conventionnels. Ces troupes devaient suivre une formation supplémentaire, limitant considérablement le nombre et la vitesse de déploiement sur le front de Koursk par l'armée russe. La confusion est accentuée par les soldats nord-coréens vêtus d'uniformes russes, les faisant ressembler à des Russes de loin. Malgré leur présence sur le champ de bataille, les troupes nord-coréennes étaient techniquement sous-utilisées en raison de leur manque de formation et d'apparente impréparation au combat. Malgré l'inaptitude des troupes nord-coréennes pour le champ de bataille, la Russie semblait avoir peu de choix quant à leur emploi. Selon les statistiques récentes du ministère ukrainien de la Défense, la Russie a perdu plus de 850 000 soldats durant les 3 ans de guerre jusqu'à présent. Quand les soldats nord-coréens ont été repérés à Koursk, ce nombre était d'environ 650 000 à 700 000. À ce rythme de perte, il a fallu environ 6 mois à la Russie pour perdre un quart de ses troupes. Ce taux de perte de soldats c'est quasiment insurmontable. Pour compenser les pertes, la Russie a mis les bouchées doubles en matière de campagne de recrutement, offrant aux soldats sous contrat des salaires bien supérieurs à la moyenne nationale. Le ministère de la Défense a assoupli les critères d'âge pour le recrutement, révélant la gravité de la pénurie de main-d'œuvre pour la conscription. Cela affecte de manière disproportionnée les communautés les plus pauvres. La conscription et le recrutement ciblent surtout les gens hors des grandes villes. Malgré les efforts de conscription loin de Moscou, la propagande du Kremlin pourrait convaincre les moscovites que la guerre se conclurait par une victoire russe prévue. Après tout, Moscou n'a pas été très touché par l'effort de guerre. Jusqu'à ce que les premiers drones kamikazes à longue portée frappent la région en septembre, 2024 combiné à des rapports indiquant que la Russie manquait de main-d'œuvre et de morale, les communautés urbaines ont réalisé à quel point la guerre se passait mal pour la Russie. Poutine avait besoin d'une solution rapidement. Le pacte de défense mutuelle Russie-Corée du Nord, signé en juin 2024, est entré en jeu peu après. Quand l'Ukraine a envahi Koursk en août, Poutine a pu faire appel à la Corée du Nord pour respecter le pacte et sous-traiter le rôle de chair à canon à Koursk à leurs soldats. L'invasion ukrainienne de Koursk a nui à la réputation militaire de la Russie, montrant que l'Ukraine pouvait riposter sans soutien étranger. De plus, l'invasion de Koursk a grandement influencé la manière dont la Russie pourrait aborder les pourparlers de paix avec l'Ukraine. Tant que l'Ukraine contrôlait un territoire russe, il était évident que la Russie ne négocierait pas, si cela impliquait de céder une partie de son territoire. L'invasion de Koursk a également été dévastatrice pour Poutine pour une autre raison. Elle lui a donné moins de munitions à utiliser sur la scène géopolitique mondiale. La Chine a soutenu la Russie durant la guerre, et les accords de cessez-le-feu qu'elle a proposés demandaient à l'Ukraine de céder le territoire occupé par la Russie en échange de l'arrêt de la guerre, ce que Zelensky n'accepterait probablement pas. Mais un autre grand acteur pourrait davantage influencer Poutine, les États-Unis. Suite à la victoire de Trump aux élections de 2024, Poutine a accéléré ses efforts pour reprendre Koursk avant l'investiture de janvier. Trump était apparemment plus favorable à Poutine qu'à Zelensky, et plus enclin à pousser l'OTAN à cesser l'aide à l'Ukraine. Avec les États-Unis potentiellement se retirant du conflit et l'OTAN incapable de s'accorder sur les donations et comment les utiliser, l'Ukraine pourrait être submergée par la Russie en nombre et en artillerie. Mais deux événements ont changé ses plans. 1. L'effort pour reprendre Koursk a échoué. De plus, Poutine n'avait pas prévu que le second mandat de Trump semble avoir un but différent du premier. Trump n'a pas tout de suite stoppé l'aide américaine à l'Ukraine. Il soutient que la guerre devrait être terminée maintenant, et semble laisser la question se résoudre sans lui, les États-Unis agissant essentiellement en pilote automatique pour les futurs dons. Trump a tourné son attention vers les problèmes locaux américains en premier, ce qui signifie que Poutine et la guerre ne sont plus sous les projecteurs de Trump. Cela a probablement encore plus insulté Poutine, habitué à obtenir ce qu'il veut durant son mandat à la tête de la Russie depuis pratiquement 2000. Poutine a mentionné vouloir négocier la paix avec l'Ukraine, non pas avec Zelensky mais avec Trump. Ayant été repoussé, il est peu probable que la guerre s'arrête prochainement selon les termes actuels de Poutine.
Toute la situation à Koursk est donc un immense gaspillage de ressources pour Poutine. Pour l'Ukraine, les avancées réalisées à Koursk avant l'arrêt de l'offensive importent peu. Les Russes ont réussi à s'emparer d'autant de terres dans le Donbass cette année avant leur incursion. Tant qu'ils conservent une fraction de celle-ci, ils peuvent avoir une position légèrement élevée lors de futures discussions de paix. Mais pour la Russie et les ambitions de Poutine, Koursk était une affaire de tout ou rien. Avec Koursk encore sous contrôle ukrainien, le résultat de la contre-offensive russe est donc clairement significatif. Cela implique que les troupes nord-coréennes pourraient ne plus être requises, l'impasse forçant l'Ukraine à rediriger une partie de ses ressources vers Koursk plutôt que le Donbass. Les troupes nord-coréennes ont été retirées, pour le moment. Leur incompétence totale au combat servait davantage l'effort ukrainien que la contre-offensive russe. Mais il est possible que la Russie prévoit toujours d'utiliser ses soldats, après une meilleure formation aux tactiques de guerre modernes, comme l'utilisation de drones. Les Nord-Coréens ont peut-être été retirés car la Russie ne pouvait plus se permettre de les garder. Les soldats étaient rémunérés au même taux que les Russes, bien que presque tout l'argent allait au gouvernement nord-coréen plutôt qu'à eux-mêmes. Cela signifiait qu'ils étaient des soldats contractuels dont le coût dépassait largement les performances. L'économie russe a été durement touchée ces 3 dernières années. Le secteur pétrolier, l'un des principaux moteurs de profit du pays, est en déclin. L'Europe a trouvé des fournisseurs alternatifs, tandis que la Chine et l'Inde peinaient moins que les prix précédents de l'Europe. L'Ukraine a aussi visé des raffineries de pétrole, surtout dans le sud-ouest du pays, pour une exportation aisée vers l'Europe. Cela a réduit les ressources disponibles de la Russie pour le commerce, provoquant des pénuries internes de pétrole et de gaz à court terme, menant à des interdictions d'exportation par la Russie elle-même vers la plupart du monde. De plus, la Russie a non seulement perdu des personnes sur le champ de bataille, mais aussi en dehors. Quand l'invasion a débuté en février 2022, les gens ont fui massivement le pays pour éviter la conscription, le flux constant de propagande russe et la répression de toute dissidence. À la fin de 2022, on estimait que près de 900 000 Russes avaient quitté le pays. La plupart de ces individus étaient issus de la classe moyenne à supérieure, capables de déplacer leur vie et leur famille hors de Russie et de rester à l'étranger. La Russie a perdu certains de ses meilleurs travailleurs, aggravant encore l'économie car il n'y a pas assez de gens pour combler les postes vacants. Le manque de croissance économique aura un impact négatif durable qui s'aggravera tant que la guerre se poursuivra. Poutine aura donc encore moins de fonds pour soutenir son armée, même avec des soldats nord-coréens moins qualifiés. Qu'est-ce que cela signifie pour la guerre ? Malgré l'instabilité de Poutine, il pourrait prendre des mesures encore plus désespérées sans l'intervention de la Chine. D'un autre côté, 2025 pourrait être la dernière année de la guerre, la Russie manquant de moyens financiers et démographiques pour la soutenir. Selon vous, Poutine tentera-t-il de sauver la face en poursuivant la guerre ou verra-t-on davantage de soldats nord-coréens à l'avenir ? Dites-le nous en commentaire, et merci d'avoir regardé. Allez maintenant regarder. Les Nord-Coréens en ont eu assez. Commencent à tuer des soldats russes, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.